Bonjour, nous nous retrouvons pour un webinaire qui va s'intéresser à l'organisation des enseignements au collège dans le cadre du choc des savoirs. Nous avons préparé ce webinaire à partir de vos questions, puisque vous vous êtes inscrits de façon nombreuse et vous nous avez aussi posé beaucoup de questions. On a essayé de les prendre en compte dans chacune des interventions. L'objectif de ce webinaire, ça va être de croiser les regards autour de cette question de la mise en place des groupes dans nos établissements, prendre aussi de la hauteur et un peu se dégager aussi des peurs qu'on pourrait avoir et puis des incompréhensions qu'on peut avoir de ce texte qui est complexe à appréhender et puis aussi où il y a eu des discours non pas divergents mais qui ont changé la donne et qui ont fait évoluer les termes employés et puis aussi ouvrir des perspectives et ouvrir des possibles. Sur cette question ce soir, nous allons travailler avec plusieurs personnes. Nous avons Nathalie Tretiakov qui viendra intervenir en tout début de ce webinaire pour poser un cadre et nous dire petit peu quel collège nous voulons, mais je laisserai Nathalie présenter plus amplement. Elle est adjointe au secrétaire général de l'enseignement catholique. Nous aurons ensuite des chefs d'établissement qui interviendront. On aura Brigitte Bernoux, chef d'établissement du collège Montalembert dans la DDEC du 94. Nous aurons ensuite Véronique Esculier, aussi chef d'établissement dans la DDEC de Lille. Voilà. Donc, et puis, nous avons deux chargés de mission. Nous avons Hélène Regnault, qui vient de la DDEC du 22. Mon regard avait glissé sur le listing. Et nous avons Christian Robet, qui vient de la DDEC du 13 et qui répondront aussi aux questions et qui interviendront tout à l'heure. Cette histoire du choc des savoirs, l'organisation des enseignements au collège dans le cadre du choc des savoirs, vient aussi un petit peu interroger notre projet et plus généralement, et c'est pour cela que nous avons demandé à Nathalie un petit peu de nous apporter quelques éléments d'éclairage. Quel collège voulons-nous pour les élèves et les familles dans nos établissements? Merci Solveig, merci Benoît, bonsoir à tous. Donc je vais pendant le temps qui m'est imparti vous présenter un peu la réflexion autour du choc des savoirs. Non pas comme quelque chose qui nous tombe dessus et que nous avons à prendre tel quel, mais bien comme une réflexion qui nous questionne, nous, au niveau de l'enseignement catholique et sur lequel nous avons une liberté à exercer, mais aussi une responsabilité à avoir par rapport à ces visées. Donc, je vais démarrer dans mon cheminement en vous présentant les annonces relatives au choc des savoirs. Et dans la présentation, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas tant ce qu'il prévoit, mais les questions que ça nous renvoie à nous au niveau des communautés éducatives. Ensuite, dans un deuxième temps, je ferai un très, très rapide détour du côté de notre proposition éducative et donc de notre liberté à exercer en toute responsabilité, évidemment. Et je terminerai par quel collège nous souhaitons promouvoir. Voilà, je vais démarrer donc sur le choc des savoirs en présentant les enjeux qui ont été proposés autour des trois axes du choc des savoirs. Sur le premier axe, je vais mettre du côté gauche à chaque fois les annonces, c'est-à-dire ce qui est annoncé par la réforme, et du côté droit, les points d'attention que je vous soumets, que je propose, que nous ayons tous par rapport à ces prévisions. Donc, au niveau de la révision des programmes, nous savons que nous allons avoir des programmes, en tout cas en maths et en français, à l'école élémentaire à la rentrée, puis après, ce sera pour le collège, et ainsi de suite, et que ces programmes vont être construits à partir d'objectifs annuels. Nous savons aussi qu'il y a un nouveau socle commun en construction, que l'approche des maths va se faire de façon plus concrète comme pour les langues et que l'enseignement moral et civique sera renforcé et pris dans le temps de l'horaire d'histoire géo. Au niveau des points de vigilance, des points d'attention, il nous semble absolument important de veiller à penser la progressivité et les rythmes d'apprentissage différenciés. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les objectifs annuels nous contraignent à des coups près, c'est-à-dire à mettre en place des temps d'acquisition, des exigences de temps d'acquisition encore plus forts pour les élèves. C'est-à-dire que ce que nous avaient apporté les cycles, il faut continuer à le vivre. Ne pas faire fi non plus de la notion de compétence, parce que nous y avons tous travaillé dans l'éducation et l'enseignement de manière générale et dans nos établissements en particulier. Et ce serait dommage de gommer totalement la notion de compétence au profit de celle d'objectif.
Et évidemment, nous attendons avec impatience la sortie du socle pour qu'on puisse véritablement travailler à une articulation entre programme d'un côté et socle de l'autre, en veillant à ne pas avoir deux référentiels vivant l'un à côté de l'autre. La labellisation des manuels, encore qui est dans l'axe 1, mieux soutenir les enseignants, avec une labellisation qui est en route et avec les questions que nous posons sur la liberté pédagogique des enseignants et leur créativité. Sur l'axe 2, adapter l'organisation des enseignements aux besoins des élèves, c'est là où vous avez posé le plus de questions, ce que nous comprenons tout à fait. Et c'est un gros zoom du choc des savoirs autour du collège, avec cette mise en place des groupes en maths et en français au collège, sur tout le collège, mais à la rentrée 2024 pour les sixièmes et les cinquièmes. J'ai bien mis mise en place des groupes parce que vous avez beaucoup de questions autour du type de groupe, groupe de niveau, groupe de besoins, etc. La circulaire a bien éclairci les choses. On parle aujourd'hui de groupe de besoins dans la circulaire et plus de groupe de niveau. Au niveau des points d'attention que vous connaissez tous, parce qu'on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, première chose sur lesquelles j'attire votre attention, c'est l'importance de la notion d'un groupe d'appartenance, notamment au collège. La promotion d'un élève, la classe, la notion de classe est excessivement importante et on le sait parce qu'on l'a vu au moment de la réforme du lycée, combien cette appartenance à plusieurs groupes peut être parfois complexe à gérer pour eux. D'autre part, il nous semble vraiment, et ça aussi, ça prend en compte quelques-unes de vos questions, qu'il faut penser en termes de groupe, de besoins, de compétences, et peut-être parfois même juste de groupes réduits, comme le choc des savoirs aussi le propose pour le lycée professionnel. Pourquoi? Parce qu'il est absolument essentiel de ne pas tomber dans la dérive d'une classe de niveau et de garder en fonction du programme, des acquis, du temps, du moment du programme, de garder une mixité suffisante pour qu'elle puisse servir à la fois ceux qui en ont le plus besoin et ceux qui ont plus d'aisance, mais qui profitent aussi de pouvoir être les tuteurs des autres. Donc, souplesse indispensable qui est laissée à la responsabilité évidemment des équipes en fonction de vos contextes. Et puis, dernier point, il me semble très important de ne pas oublier que le premier lieu de différenciation, c'est la classe et qu'il se vit déjà des choses dans vos établissements et dans vos classes. Quel lien vous faites avec ce qui existe déjà et ce que vous allez souhaiter mettre en place? Sur l'axe 2 encore, sur le renforcement pour les élèves en difficulté, vous savez que la 26e heure d'accompagnement personnalisé a été retirée pour être mis au profit des groupes de niveau. Nous savons aujourd'hui qu'il reste 2 heures de soutien hebdomadaire possible pour les élèves en difficulté, ces élèves devant tous avoir bénéficié d'un programme personnalisé de réussite éducative et pouvant aussi faire profiter des stages sur vacances. En termes de points d'attention, il est très important, à mon avis, de veiller à l'articulation de ce travail avec certains, avec les groupes que vous allez mettre en place, les groupes d'accompagnement personnalisé, le dispositif devoir fait, etc. Sur l'axe 2, je vais être très rapide. 2 points qui ont aussi été soulignés. L'utilisation de l'IA pour les secondes qui devrait se répandre, enfin, se développer ensuite. Alors toujours la même vigilance sur la prise en compte de l'inégal accès au numérique et l'inéquité des situations familiales. Et enfin, sur la voie pro qui connaît elle aussi une réforme en cours. Le choc des savoirs prévoit un renforcement des enseignements fondamentaux et un travail en groupe réduit. Enfin, sur le dernier axe, rehausser le niveau d'exigence, l'important de la réflexion autour de l'évaluation. Je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez bien dans ce qui est écrit à gauche ce qui est proposé. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce que je vais vous déployer à droite. Je crois que la responsabilité de l'enseignant sur l'évaluation aujourd'hui, c'est-à-dire que la note que met un enseignant revêt une importance toute particulière et ça va s'accentuer, nécessite vraiment que nous puissions travailler au sein des établissements à créer une vraie culture d'évaluation partagée. Avec, par exemple, l'utilisation de quelque chose qui est né au moment de la réforme du lycée, ce projet d'évaluation écrit par l'équipe enseignante et partagé par tous. Je termine sur les dernières annonces. Le brevet obligatoire
pour le passage au lycée. Avec la création d'une prépa lycée en 2025, elle ne sera que préparatoire l'année prochaine. C'est pour moi, je vous l'avoue, une vraie question parce que je trouve qu'il y a une forme d'incohérence avec les ambitions portées par la réforme sur la voie professionnelle. Il ne faudrait pas que cette prépa lycée soit vue comme un moyen d'éviter pour les familles, l'orientation vers le lycée pro pour tous ceux qui pourraient l'avoir. C'est vrai que cette mesure du choc, du choc des savoirs nous questionne beaucoup, notamment par rapport au lycée pro. Et puis, le redoublement avec le dernier mot aux enseignants. Et je dirais que pour nous, il est absolument essentiel que la décision revienne au chef d'établissement en dialogue avec son équipe et les familles. Et ça, c'est une des particularités des établissements de l'enseignement catholique. Justement, puisque je parle de notre réseau, quelle est notre spécificité qui fait que du coup, nous avons à contribuer de façon originale au service public d'éducation. Notre caractère propre nous est reconnu par la loi de Bray et il nous invite aujourd'hui, dans le contexte que vous connaissez, à la fois à bien affermir et à mieux faire connaître notre projet. Et notre projet, il y a 4 fondements essentiels: la dignité de toute personne, l'accueil de tous, l'altérité et la prise en compte de la fragilité. Et ces 4 fondements sont essentiels, mais ils doivent être vécus dans le cadre d'une liberté que nous avons et que nous reconnaît la loi, d'une liberté qui, elle, doit s'exercer de façon responsable. J'ai mis à droite donc des articles, c'est pas tant les articles qui m'intéressent, plutôt que de dire qu'aujourd'hui, un chef d'établissement, un enseignant, tout responsable de l'enseignement catholique se doit à la fois de tenir complètement le projet de l'enseignement catholique qui lui donne une liberté, notamment sur la vie scolaire et l'éducatif, mais qui en même temps est encadré et on ne fait pas ce qu'on veut, on respecte bien la loi tout en exerçant cette liberté-là. Et notre liberté pour le collège vers lequel nous souhaitons aller, c'est mon avant-dernière diapositive, excusez-moi. Je rappelle dans cette diapositive que vous aurez que le caractère propre, c'est poursuivre les mêmes visées que l'enseignement public, mais autrement. Et sur cette diapo-là, vous avez l'ensemble des éléments qui nous sont spécifiques et sur lesquels reviendront sans doute nos intervenants qui me suivront. Et je termine sur le collège que nous voulons promouvoir. Évidemment, nous souhaitons un collège qui accueille et accompagne tous les élèves. Donc, on ne peut qu'abonder dans le sens d'une vraie prise en compte des besoins de tous. Et comme l'a dit, comme le souhaite, d'abord Gabriel Attal, ensuite Nicole Belloubet dans le choc des savoirs, vouloir la réussite de tous, nous ne pouvons qu'être pour. Pour cela, nous avons besoin d'un collège qui se donne les moyens d'accueillir tout le monde et un collège qui soit aussi le lieu d'une éducation intégrale, c'est-à-dire qui donne du sens aux apprentissages, qui n'oublie pas dans tout ce choc et ce retour autour de savoir et d'objectifs que l'importance de la pédagogie des projets, des enseignements disciplinaires qui donnent du sens à l'éducation que nous proposons. Et je pense que ce que nous avons à promouvoir, et à créer et à mettre en œuvre, ce que nous faisons déjà, parce que c'est peut-être pas créé, hein, mais en tout cas développer, enrichir encore, c'est un collège qui articule 3 dimensions essentielles: la différenciation nécessaire à un enseignement adapté à tous, l'orientation pour que le collège soit vraiment le lieu d'une orientation choisie par les élèves, et enfin l'évaluation, sans laquelle nous ne pouvons ni différencier ni orienter. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Nathalie. Maintenant, nous allons passer au second temps de ce webinaire. Brigitte et Véronique, vous êtes toutes les deux chefs d'établissement et vous êtes toutes les deux dans des établissements différents, avec des réalités différentes. Vous venez d'entendre ce que Nathalie vient d'évoquer, hein. Elle a balayé le choc des savoirs, mais aussi elle l'a croisé avec des convictions fortes du projet de l'enseignement catholique, mais aussi notre spécificité. Qu'est-ce que vous voyez à partir des questions qui ont été posées, mais aussi de ce que vient de dire Nathalie? Quelles sont les questions, les problématiques auxquelles vous êtes confrontés dans vos établissements? Quel chantier vous voyez pour nos collèges, plus largement, hein, votre établissement, mais aussi plus largement les collèges en général? Et puis votre point de vue de la place là où vous êtes. Véronique?
Bonsoir. Donc, je suis chez l'établissement donc dans un petit collège dans le nord de la France et par rapport au choc des savoirs, effectivement, je suis confrontée à différentes problématiques. Déjà, pour rebondir sur ce que disait Nathalie, je pense que notre liberté pédagogique, il faut l'utiliser et ne pas attendre des textes. Je pense que déjà on le fait dans l'accompagnement de nos élèves. Et moi, je voudrais insister sur l'accompagnement des élèves en difficulté, mais aussi l'accompagnement des bons élèves. Parce que je trouve que depuis plusieurs années, tout a été fait surtout pour les élèves en difficulté, ce qui est normal, mais les bons élèves, quid? Donc, je pense que c'est important de bien prendre tout cela en compte. Donc, utilisons cette liberté pédagogique. Moi, j'ai déjà essayé dans l'établissement que je dirige de la mettre en place par rapport à ce que j'ai fait déjà cette année. Je vais perdre des moyens cette année puisqu'on m'a retiré donc ma 26e heure dans mes 3 classes de 6e, donc j'ai 3 heures en moins. Et bien sûr, je n'ai pas été redotée pour mettre en place mes groupes de moyens. Je pense que ce n'est pas grave, hein, il ne faut pas que je croise les bras en me disant ben, c'est tant pis pour moi, mais non, au contraire, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire avec mon équipe. Par exemple, cette année, j'ai privilégié 1 heure par semaine, c'est le vendredi matin, où j'ai créé des groupes de niveau. 2 groupes en maths, un groupe pour les élèves en difficulté et un groupe pour les bons élèves, j'aime pas dire les bons élèves, mais les élèves qui peuvent aller plus loin. Pareil au niveau du français. Et j'ai créé aussi un groupe de besoins en lecture parce que, au vu des tests de 6e là, qu'on fait passer en septembre, il s'avère que de plus en plus d'élèves, malheureusement, ont des difficultés en lecture. Voilà, donc j'ai mis ces 5 groupes-là le vendredi matin en même temps. Hein. Ces 5 groupes, bien sûr, n'ont pas été figés. À chaque vacances, nous nous réunissons avec les 5 enseignants pour voir quel groupe on change, quels élèves on va changer. Hein. Et on avance au fur et à mesure. Le bilan qui est fait pour l'instant est pratiquement en cette fin d'année, c'est vraiment positif. On voit vraiment des élèves qui progressent, des élèves qui ont envie, et puis les bons élèves aussi d'aller plus loin. Et ça aussi, donc, c'est vraiment cette prise en compte, parce que vous l'avez peut-être compris quand j'ai commencé l'intervention, que ce qui m'embêtait depuis plusieurs années, c'est qu'on laisse un peu de côté les élèves qui pouvaient aller plus loin. Voilà un petit peu ce que j'ai mis en place. Donc moi, je souhaite le reconduire l'année prochaine, puisque moi, je ne mettrai pas en place les groupes de besoins, ou les groupes de maths ou les groupes de français. Mais un choix doit s'opérer en équipe sur des choix à faire, puisque j'ai restriction d'horaire et donc, comme dans beaucoup de collèges, j'ai des bilangues, j'ai des classes euros, donc j'ai également des options comme le latin. Donc, il y a des choix à faire pour pouvoir récupérer quelques heures pour pouvoir continuer à accompagner mes élèves l'année prochaine. Donc ça, c'est un choix que je ne fais pas seul, bien sûr. Je pense que c'est un choix à faire en équipe pour voir un petit peu voilà, ce qui est le mieux à faire pour l'établissement et par rapport aussi au profil et à notre projet d'établissement, qui est un projet, je dirais, plus de type les langues chez nous et l'art, puisqu'on a également une classe CHAP, une classe horaire aménagée art plastique. Voilà, donc tout ça c'est en chantier. Voilà, comme je dis, faut pas baisser les bras, faut pas se sentir abattu. Au contraire, je pense qu'on a de belles choses à vivre avec nos équipes et pour nos élèves qui nous sont confiés. Et cette liberté pédagogique, Nathalie vient de vous le dire, mais je réinsiste là-dessus. Voilà. Je l'utilise également au niveau du lycée. Je vais pas rentrer sur ce que je fais puisque c'est pas le propos d'aujourd'hui. Mais vraiment, utilisons cette liberté pédagogique. Je pense qu'il y a de merveilleuses choses à faire avec nos élèves qui nous sont confiés. Merci Véronique. Alors Véronique vient de nous évoquer tout l'enjeu d'exploiter et d'utiliser notre liberté pédagogique et puis aussi l'importance de faire des choix et d'opérer des choix en équipe, en établissement. Brigitte, qu'est-ce que vous auriez envie de nous communiquer, de partager autour de ces questions qu'on vient d'évoquer? Oui, bonsoir. Alors moi, je suis effectivement chef d'établissement d'un collège un petit peu plus grand que celui de Véronique qui vient de parler. Euh, on n'a aucun moyen. Ceci dit, on a beaucoup de diversité scolaire, mais je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. Mais je vais commencer sur relater ou plus exactement tirer
des questions d'une expérience. Je suis enseignante depuis très longtemps. Je suis encore très professeure de mathématiques dans l'âme. Et quand dans les années 85, nous enseignions, nous avions mis en place dans notre collège pendant quelques années des groupes de besoins. On les qualifiait comme ça. C'était la grande époque de la pédagogie par objectif et des groupes de besoins. Et de ces groupes, de cette expérience, nous avons tiré un certain nombre d'enseignements. Et moi qui me travaille en ce moment, quand avec les équipes, de fait, évidemment, on réfléchit sur ce qu'on peut mettre en place. Et vraiment, moi, une des premières questions qui m'est restée après cette expérience, c'était la notion de regard sur le jeune, de regard de la part de l'enseignant. J'avais été très marquée par les lectures autour de l'effet Pygmalion à l'époque. Et qu'est-ce que ça veut dire pour un professeur d'enseigner dans un groupe qui a été étiqueté comme ayant beaucoup de difficultés ou beaucoup de besoins? Qu'est-ce que ça va induire dans l'apprentissage? Est-ce qu'on va pas essayer d'aplanir les obstacles au lieu de s'y confronter? Est-ce qu'on va pas confondre la réussite d'une tâche et le réel apprentissage? Ça, c'est une question que j'ai vraiment en tête et qu'on travaille en ce moment avec les enseignants. Donc, regard de l'enseignant, regard de la famille. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour une famille d'apprendre que son enfant est dans tel ou tel groupe, avec toutes les précautions oratoires ou voilà que l'on pourra mettre? Qu'est-ce que cela voudra dire? Ça, c'est un deuxième point. Mais il y a aussi quel regard des jeunes entre eux. Comment les jeunes vont à l'intérieur d'une classe, vont se voir, vont se considérer, vont se retrouver à certains moments. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Enfin voilà, qu'est-ce que ça va induire? Moi, ce sont vraiment des questions que je me pose et qu'on se pose en équipe en ce moment. Et enfin, le regard du jeune sur lui-même. Comment allons-nous travailler, aider les jeunes à travailler leur confiance en soi, leur estime de soi à travers cette manière d'être mis dans un groupe ou pas? Comment on va travailler la fluidité d'un groupe à l'autre? Comment on va communiquer avec les familles lorsqu'il s'agira de changer un élève de groupe, etc. Voilà, ça c'est un premier point. Et tout ça, ça va effectivement passer, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, tout ça, ça passe par l'évaluation. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et c'est la deuxième grande question. Et alors la grande différence par rapport, moi je trouve, et ce qui me donne de l'espoir par rapport à ce qu'on a vécu dans les années 85-90, c'est qu'à l'époque, nous n'avions que la note. Et quand on a la note, on se compare à longueur de temps, on se compare à l'intérieur d'un groupe, on se compare d'un groupe à l'autre. Et c'était une vraie question dans ces années-là. Il me semble, parce que nous, dans notre collège, nous sommes passés à l'évaluation en sixième uniquement d'ailleurs. Enfin, en sixième, nous sommes uniquement par compétences depuis 3 ans maintenant. On garde les compétences après, mais on les accompagne de notes. Mais nous, nous y sommes passés en classe de sixième. Et voilà, il me semble que ça va être une des solutions pour se sortir de cet imbroglio de l'évaluation notée d'un groupe à l'autre. Parce que quand vous êtes dans un groupe dit avec des élèves plus en difficulté, avec plus de besoins, pour encourager les jeunes, vous allez forcément les noter sur une échelle. Si c'est des notes il faut que l'échelle puisse être grande. On ne va pas les noter que de 6 à 11 sous prétexte qu'ils sont en difficulté. Donc, voilà, il faut qu'on travaille sur les contenus, les moyens. Je ne parle pas que de l'évaluation finale, je parle de qu'est-ce que c'est qu'évaluer, si on veut que ce soit un levier pour l'apprentissage pour les jeunes, savoir où j'en suis. Voilà, ça me paraît une question cruciale, la question de l'évaluation, qui ira d'ailleurs avec une autre question que je me permets de rajouter par rapport à ce que je devais dire, mais qui va être, et dont on avait beaucoup parlé à l'époque et qui me paraît réelle, la question de l'effet prof. Vous allez mettre 3 profs sur 3 groupes. Vos 3 profs, ils ont des personnalités différentes, des manières d'être différentes, une acceptation plus ou moins grande du dispositif. Et voilà, ça risque de déclencher des effets qu'il faut prévoir chez les élèves. Et enfin, dernière chose, je suis dans un établissement dans lequel on a un dispositif Ulysse, dans lequel on a une attention qu'on essaye de porter tout le temps sur les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Quid de l'inclusion? Inclure des élèves à besoins particuliers, ça demande de l'hétérogénéité. Comment allons-nous procéder? C'est aussi une de mes questions, pour que le groupe en difficulté ne soit pas constitué de l'ensemble de tous les élèves qui sont déclarés à la MDPH. J'y vais un peu le clash, mais voilà ce qui risque d'arriver finalement chez nous si je ne me fiais que aux résultats des évaluations de début d'année. Voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir.
Eh bien, merci beaucoup Véronique, merci beaucoup Brigitte. Donc, ce qui est intéressant à travers vos deux témoignages en tant que chef d'établissement, c'est vraiment de voir, voilà, qu'au-delà des freins ou des difficultés organisationnelles, matérielles et qui sont tout à fait réelles, il y a cette recherche du questionnement de la réflexion, d'aller plus loin, d'imaginer, d'inventer des stratégies et vraiment dans un souci collectif. Hein, l'un comme l'autre, vous avez vraiment travaillé sur cette idée d'équipe et l'objectif n'est pas tant de créer une modélisation, mais on a là deux exemples qui montrent un petit peu la diversité, la pluralité de nos collèges dans l'enseignement catholique. Donc le but, c'est vraiment d'ouvrir ce champ des possibles et on continue cette fois-ci avec un autre point de vue, Christian, puis Hélène. Ben, vous avez entendu à la fois l'approche de Nathalie, le témoignage de deux de nos chefs d'établissement qui viennent un petit peu de nous présenter leurs questionnements, leurs initiatives. Que vous inspire tout d'abord un petit peu ces réflexions, ces démarches? Et vous, de votre côté, du côté des chargés de mission, des diocèses, comment un petit peu accompagner sur le terrain les établissements? Alors, bonjour à tous. Première chose qui me vient, c'est que il y a un petit mélange, il me semble, dans tout ça, entre ce qui relève de la fin, de la finalité, et ce qui relève des moyens. On met en avant des moyens sans se rappeler la finalité. Et notre ADN, c'est quand même de réfléchir beaucoup finalité dans notre institution. Et du coup, qu'est-ce que c'est que la finalité? Qu'est-ce qu'on peut voir comme finalité dans ces affaires-là? Il s'agit de se centrer finalement sur la personne de l'élève. Et du coup, pour nous, c'est une invitation à revisiter nos projets éducatifs, se redemander peut-être comment on rêve les ados, qu'est-ce qui est déjà là dans nos écoles, avant de se pencher sur ce qu'on va bien pouvoir faire de cette histoire de moyens qu'on nous donne ou pas d'ailleurs, et de moyens qu'on nous impose ou pas, parce qu'en fait, est-ce que réellement ils nous sont imposés? En tout cas, on peut avoir des moyens à notre disposition, en quantité nulle ou faible, ou suffisante. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Je vous propose de voir finalement tout ça comme des opportunités. Une fois qu'on a mis au clair la question de la finalité dans notre école, finalement comment on souhaite s'y prendre pour personnaliser et pour s'occuper de la personne, finalement quels sont les moyens que l'on choisit de mettre en œuvre. Et en termes d'opportunités, cette histoire de choc des savoirs a été un choc pour nous aussi, parce que ça nous a obligés à revisiter quelles étaient nos marges de manœuvre. Et alors là, en termes de marge de manœuvre, comme le disait Nathalie, et puis comme nous le rappellent les chefs d'établissement, les deux chefs d'établissement, mais on a des marges de liberté qui sont énormes. Les groupes, par exemple, ne s'imposent pas à nous. Ce ne sont que des modalités de mise en œuvre. Et du coup, la finalité, c'est quoi? Il s'agit dans le fond de cette réforme, finalement, de se pencher sur comment on va faire progresser chacun. Et ne pas continuer à proposer un chemin unique pour toute une classe ou pour tout un groupe. En bref, on nous demande de nous pencher sur la différenciation pédagogique. De quelle manière? Alors ça peut être des groupes, ça peut être autre chose, on est libre. Et je vous redis, notre liberté, Nathalie nous a envoyé il y a de ça quelques semaines un mémo sur finalement ce qui s'impose à nous et ce qui ne s'impose pas à nous. Je vous invite à revisiter ce texte qu'on pourra peut-être vous renvoyer d'ailleurs. Vous y verrez que la mise en œuvre, finalement, nous appartient. Donc on a de grandes marges de liberté à explorer et on a tendance à oublier ça. Comment faire progresser la différenciation pédagogique dans notre établissement? Et de quelle manière? Alors évidemment, ça va poser la question de l'évaluation et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir à travers les questions que vous avez posées en amont de cette réunion. Mais là encore, des marges de liberté largement inexplorées. Rien n'oblige à une moyenne, par exemple. Je sais quoi cette histoire de moyenne trimestrielle? Oui, c'est une façon de faire, c'est un moyen pour obtenir une note de période. Mais ce qui s'impose à nous, comme à tout établissement, c'est de produire pour chaque prof une note de période qui dise le niveau de l'élève. Une moyenne peut être significative ou pas. On a peut-être oublié un petit peu ça. Donc l'évaluation, rien n'oblige non plus à une logique trimestrielle, et ça, beaucoup d'entre nous le savent déjà. On est libre de l'organisation du temps scolaire, de la mise en œuvre des enseignements à condition de respecter l'horaire officiel des élèves et de respecter les programmes scolaires. On est dans un contexte où l'évaluation est questionnée. Elle est questionnée en lycée, puisque le nouveau bac
la mise en œuvre des spécialités, etc., ont questionné les lycées. On est également dans un moment où finalement se pose la question de la bienveillance éducative dans un système qui est institutionnellement violent. Finalement, institutionnellement violent parce que historiquement, il a classé des élèves, il les a mis quelquefois un petit peu à côté de la route, et c'est plus ce qu'on veut. On est dans un contexte également d'inclusion, qui a compliqué la donne pour beaucoup de nos professeurs. Certains se sont emparés de cette question de l'inclusion, d'autres ont du mal. En termes de contexte toujours, l'évaluation en questionnement, c'est qu'il y a eu une petite tendance au mélange entre évaluation formative, évaluation sommative, évaluation certificative. Quand on a entendu un ministre nous dire par exemple que les E3C au lycée, qui étaient des épreuves de bac finalement, étaient des épreuves formatives qui pouvaient être certificatives, j'aurais dit ça au CAPES, je l'aurais pas eu. La question de l'évaluation est une question qui est en mouvement dans l'institution éducation nationale. Et du coup, c'est intéressant qu'on puisse se reposer la question du sens de l'évaluation. Qu'est-ce qu'on veut en faire? L'évaluation n'est qu'un moyen au service de la formation. Je veux dire, l'évaluation, pour ce qui est en tout cas de l'évaluation formative, c'est un outil de pilotage pour un prof. L'évaluation certificative, certes, elle est soumise à un certain nombre de barèmes nationaux, etc., publiés par l'éducation nationale. Mais l'évaluation formative, on est totalement libre de la mise en œuvre. Et peut-être du coup que c'est une invitation pour nos profs à se réemparer de l'évaluation formative, celle qui ne compte pas dans la moyenne, celle qui permet pas, comme le disait l'une des chefs d'établissement, qui ne permet pas de se comparer les uns aux autres. Autre chose qui me vient, c'est les synergies entre profs, auxquelles finalement cette proposition du choc des savoirs nous invite. Des synergies qui sont, d'une part, pour trouver un accord sur la formation. Pour ceux d'entre nous qui mettront en œuvre des groupes, je redis qu'on est libre de le faire ou pas, pour ceux d'entre nous qui travailleront en groupe, il faudra trouver un accord sur la formation, la progression comme on dit, mais aussi sur la manière de former. Un élève sera formé par 2 profs pour la même matière et pour tout ou partie de la discipline. Une synergie également pour trouver un accord sur l'évaluation. L'évaluation, comme le disait l'une d'entre nous, un élève sera suivi et évalué par 2 profs pour la même matière. Bon, si on travaille en groupe, c'est vrai que c'est une question intéressante. Et si on ne se pose pas la question du sens de l'évaluation, quels sont les objectifs de l'évaluation, sur quoi elle porte finalement, sur quels critères, j'ose dire, sur quelles compétences finalement, quid par exemple des soft skills, des compétences relationnelles finalement. Et pour cette question de synergie entre profs sur la formation, synergie sur l'évaluation, on est aussi invité à croire que les profs sont bien des cadres. Et l'institution éducation nationale semble oublier cela quelquefois. Les profs sont des cadres, et si on les regarde pas comme des cadres, alors ils se considéreront pas comme des cadres. Et les regarder comme des cadres, c'est certainement leur faire confiance lorsqu'on leur pose des questions, pour qu'ils puissent trouver des réponses de terrain, des vraies réponses de terrain. Quels moyens donner aux profs pour favoriser leur concertation? Quels moyens donner aux profs pour qu'ils se forment pour la différenciation, qu'ils se forment sur la question de l'évaluation, qu'ils se forment sur la question de l'inclusion, etc. Bon, c'est un petit peu toujours les mêmes questions finalement qui se posent. Et enfin, pour ceux d'entre nous qui travailleront en groupe, il nous semble, je crois que c'est vraiment commun, on en a discuté bien sûr en amont de la réunion, c'est que la flexibilité des groupes est la clé. La flexibilité des groupes sera la clé. Bien sûr, ça pose la question de la périodicité de recomposition. Si on recompose trop fréquemment les groupes, on risque d'arriver à un épuisement des profs. Si on les recompose trop rarement, finalement, on est dans une perte de sens. On va recomposer des groupes de niveau avec toutes les questions d'auto-assignation, finalement. Les élèves qui vont considérer qu'ils sont dans le groupe des nuls et qui, du coup, se considérant comme des nuls, vont demeurer des nuls. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis toujours surpris par l'étonnante capacité qu'ont les gens à devenir ce qu'on pense qu'ils sont. Merci beaucoup, Christian. Hélène, de ton côté, un petit peu, qu'est-ce que ça suscite? Comment tu as, quelle vision, quelle pensée pour accompagner les établissements dans ton diocèse, par exemple? Alors je vais un petit peu redire ce qui a été dit aussi. Donc, comme le disait Christian, il faut toujours se rappeler de nos marges de liberté. Donc, comment on articule nos obligations et nos marges de liberté, et donc se rappeler du sens donc de notre projet éducatif, du contexte de l'établissement et des moyens qui nous seront alloués. Donc,
sans moyens, on pourra poursuivre, approfondir le travail de différenciation déjà engagé dans beaucoup d'établissements. Alors, sans moyens supplémentaires, ça peut être former encore plus les enseignants sur la différenciation. Si on a des moyens partiels, on pourra développer d'autres modalités de travail, comme par exemple le co-enseignement ou la co-intervention. On pourra aussi investir de nouveau la pratique de la pédagogie de projet avec des regards croisés sur l'élève. Alors, ça me fait penser aussi, mais Christian en a parlé longuement sur l'évaluation. C'est vraiment un nœud, l'évaluation. Ça part de là pour tout ce qui est mis en place. Des groupes ou pas des groupes, en tout cas de tout ce qui est mis en place pour aider l'élève, réfléchir entre l'évaluation qui mesure un niveau de performance et l'évaluation qui diagnostique des besoins et qui permet alors de proposer des axes de travail pour l'élève. Donc l'évaluation, on a les évaluations nationales évidemment qui mesurent plutôt un niveau de performance. On va avoir les évaluations diagnostiques. Donc comme le disait Christian, les enseignants sont des cadres, ils savent faire des évaluations diagnostiques. Pour l'entrée en sixième, le lien avec les chefs d'établissement de primaire, eux aussi ont un regard sur les acquis des élèves. Et puis pour les cinquièmes, le lien avec les enseignants de sixième. Pour travailler justement pour permettre des axes de travail pour les élèves. Alors tous ces temps, que ce soit co-enseignement, co-intervention, pédagogie de projet, repenser l'évaluation, ça va demander pour les chefs d'établissement de mettre les enseignants en collaboration et ces temps de collaboration vont demander des temps de concertation. Donc comment le chef d'établissement quel temps il dispose, de quel temps il dispose pour permettre ces temps de concertation qui seront la clé pour le travail de collaboration des enseignants. Parce que là, on a bien un nœud sur le temps de collaboration. D'autres questions aussi pour aller peut-être plus rapidement. Comment on conserve, comment on permet la mixité scolaire? Si on fait des groupes de niveau, se pose la question de la mixité scolaire. On est quand même régulièrement sollicité sur cette question. Donc, il faut qu'on puisse continuer à mettre en œuvre cette mixité scolaire et donc continuer à avoir des classes avec des groupes hétérogènes. Et puis aussi la question de comment on communique avec les parents. Comme certains chefs d'établissement l'ont soulevé, quand on fait des groupes de niveau, qu'est-ce qu'on renvoie aux élèves, qu'est-ce qu'on renvoie aussi aux parents. Donc, toute cette question autour de la communication aux parents sur ce que l'on fait pour aider chacun des élèves à progresser. Donc, ça peut passer par plein de dispositifs et pas forcément par les groupes de niveau. Voilà, j'ai fait un petit peu plus court que mes collègues. Merci beaucoup, Hélène. Donc, comme vous avez pu le voir dans le chat et puis dans le replay, vous l'aurez également, vous aurez bien sûr le PowerPoint de Nathalie. Nous avons glissé la note officielle du secrétariat général un petit peu sur cette organisation. Justement, on se permet de poser une question à Nathalie. Nathalie, quelles sont un petit peu, puisqu'on en a pas mal parlé dans le chat et puis ça revient dans ces marges de liberté à travers nos intervenants, nos obligations. Qu'est-ce qui s'impose à nous un petit peu en lien avec cette note qui se trouve dans le chat? Alors, ce qui s'impose à nous, c'est effectivement, si on reçoit des moyens liés à la mise en œuvre des groupes, voilà, évidemment qu'on va utiliser ces moyens pour les mettre en œuvre, ou alors on refuse les moyens parce qu'on refuse de les mettre en œuvre. Voilà. Ce qui est évident, c'est que si l'établissement, compte tenu de du type de public qu'il accueille, reçoit des moyens, il va mettre en place quelque chose. S'il n'en a pas reçu, alors la liberté est complète. Mais j'ai envie de dire que l'important, quel que soit le lieu, c'est la différenciation qu'on va pouvoir mettre en place grâce à un travail sur l'évaluation pour permettre à tous les collégiens de réussir. Voilà, ça je pense que c'est important. C'est là encore où se joue notre liberté, c'est-à-dire que on ne fait pas ce qu'on veut comme on veut quand on veut, d'accord? On est bien comment dire, dans le respect des devoirs qui sont les nôtres, sur le respect des programmes notamment, et de l'utilisation quand les moyens qui sont donnés sont extrêmement orientés vers une mise en œuvre pour les Français, le français et les mathématiques de groupe, ben on y va si on a les moyens, mais dans la mesure de ce qu'on reçoit. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements qui ont dû recevoir ce qui était nécessaire pour mettre en œuvre exactement les groupes tels que c'était prévu en sixième et en cinquième. Merci Nathalie.
Nous avons d'ailleurs plusieurs questions dans le fil du chat qui concernaient, en disant effectivement, dans un établissement où les minuscules, on n'a pas beaucoup de moyens, comment on peut faire? Ce qui compte effectivement, c'est plutôt, comme l'a dit Nathalie, hein, réfléchir et interroger la façon qu'on a de travailler, d'accompagner les élèves et tous les élèves, comme l'évoquait tout à l'heure Véronique. Véronique, une question qui a été posée en préambule à ce webinaire et qui n'est pas inintéressante d'ailleurs, puisque avec la question du pacte et puis la collaboration entre le premier et le second degré, qui a été déjà évoquée depuis plusieurs années, quelle place on pourrait donner, ou quelle place on peut donner aux enseignants du primaire dans ces dispositifs et dans cet accompagnement et ce travail en groupe? Ouais, je pense que c'est une opportunité également à saisir, hein. N'oublions pas que le cycle 3, c'est CM1, CM2, 6e, hein, et donc ça, ce qui nous permettrait peut-être de renforcer encore ce lien CM2, 6e. Alors peut-être que la difficulté, c'est quand on n'a pas évidemment une école à proximité du collège ou de rattachement avec le collège. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué, quoique des fois, on est en lien quand même avec l'école qui est à proximité de notre établissement. Mais moi, par exemple, qui a la chance d'avoir également une école sur le site, le même site où sont mes 6e, avec le chef d'établissement, on se disait, ben justement, pourquoi pas peut-être dédier 1 heure ou 2 par semaine où des élèves de 6e pourraient aller dans une classe de CM2 avec l'instit et que des élèves de CM2 puissent aussi aller dans une classe de 6e, hein, en travaillant par compétences. Et là, en se disant, voilà, donc ça nécessite effectivement un travail en amont entre les équipes du collège et les équipes du primaire, mais en se disant, voilà, quelles compétences on travaille avec nos élèves, et puis on les fait glisser et on les mixe, CM2, 6e, d'un côté. Donc, je pense que ça peut être aussi une belle opportunité. Et n'oublions pas qu'il y a les pactes. J'espère que l'année prochaine, les pactes seront reconduits, mais là aussi, utilisons-les. Hein, je pense que c'est une bonne opportunité pour renforcer cette liaison CM2, 6e. Plusieurs questions également qui ont été posées en préalable de ce webinaire concernaient pas mal de questions, et Christian, je m'adresse à toi puisque c'est toi qui en as également parlé, sur comment finalement évaluer les élèves. Est-ce que, voilà, de façon synthétique, on pourrait donner 2-3 pistes pour un petit peu sécuriser la pratique ou vis-à-vis des familles? Alors comment évaluer? J'en sais rien, en fait. Je crois qu'il y a une recette toute faite qui puisse s'inventer dans un cabinet ministériel, déjà. Je pense par contre que, en fonction du projet que l'on poursuit, on peut se proposer d'évaluer les élèves. Et peut-être une piste possible, c'est déjà pour les profs de se réapproprier un vocabulaire sur l'évaluation diagnostique, par exemple, l'évaluation formative, en intégrant les apports plutôt récents quand même des neurosciences. Par exemple, toute évaluation, comme le rappelait l'une d'entre nous, toute évaluation qui permet aux élèves de se classer les uns par rapport aux autres, même si c'est pas notre attention première, finalement, toute évaluation qui permet de se comparer les uns aux autres est une évaluation classante, finalement. Et du coup, ces évaluations mettent les élèves en stress et leur empêchent de rentrer en formation, en fait. Ça se transforme finalement en évaluation certificative, enfin sommative au moins. Du coup, comment évaluer les élèves de façon à ce qu'ils ne se comparent pas les uns aux autres, mais qu'ils se comparent à eux-mêmes? Moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai envie de creuser la réflexion avec les profs, avec les chefs d'établissement, en tout cas avec lesquels je travaille. C'est comment faire pour qu'un élève puisse se comparer à lui-même. Un peu la même chose que lorsque, avec nos propres enfants, on accompagne leur progrès dans la marche. Creuser l'évaluation formative, pour moi, c'est ça. Alors après, les moyens qu'on va mettre en œuvre pour faire de l'évaluation formative, note sur 20, évaluation par compétence, c'est un autre sujet. Après, il y aura comment mettre en œuvre l'évaluation sommative. Ça, effectivement, c'est un problème déjà aujourd'hui, un peu mis sous le tapis pendant des années et qui revient au premier plan aujourd'hui. C'est qu'effectivement, à un moment donné, pour reprendre une expression des profs de PS, à un moment donné, on est bien dans un match. Et il faut qu'on fasse sa part dans un match. Et dans quelle mesure on est capable de le faire. Un modèle, en tout cas, que je trouve intéressant, c'est le modèle, justement, des professeurs de PS. C'est assez intéressant la façon dont ils s'y prennent. C'est-à-dire qu'ils ont modélisé depuis longtemps finalement l'évaluation diagnostique en début de cycle, une évaluation formative personnalisée, individualisée,
chaque élève, en fonction de ses compétences, hein, celui qui est déjà en club, par exemple, si on fait un cycle de basket, celui qui n'a jamais touché une balle, on va pas leur donner le même programme de formation, on va pas leur donner les mêmes évaluations formatives. Et à la fin, on remet tout le monde en match. Et là, par contre, effectivement, on se pose la question de comment j'évalue celui qui était déjà en club et qui avait 20 sur 20 dès le départ, et comment j'évalue aussi celui qui n'avait jamais touché une balle et qui maintenant est capable d'en toucher une. Comment je fais? Voilà. Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre du haut d'un cabinet ministériel. C'est quelque chose, par contre, c'est une question, je pense, à laquelle des profs qui réfléchissent en fonction d'un projet éducatif, je pense que des profs sont capables d'apporter des réponses appropriées dans le cadre d'un projet. Merci Christian. Avant de poser une dernière question à Hélène, je voudrais avoir quelques petites réactions aux différentes remarques qu'il y a dans le fil du chat. Et alors un peu dans tous les sens, hein, parce que là j'ai essayé de lire en écoutant Christian. Une première question qui a été posée sur est-ce que les pactes vont être reconduits l'année prochaine? A priori, oui. Alors la modalité et la répartition, vous savez que le calcul se fera, et ça on ne peut pas le dire pour l'instant. Il y aura un bilan. Le bilan est en train de se mettre en place. D'ailleurs, chaque chef d'établissement a dû rendre compte aux différents rectorats là où il en était et comment ça fonctionnait, et ce sera recalculé. Mais a priori, les pactes seront reconduits. Sur la question de savoir comment faire intervenir les enseignants du primaire dans ce type de dispositif, la question c'est de voir un peu comment nous allons déterminer les choses. Voilà. Et puis il y a un autre, et comment nous allons définir leur mission. Et comme l'évoquait Véronique, c'est quelque chose qu'on a à inventer. Voilà. Nous sommes dans une période où on est dans une articulation assez complexe à tenir. Hein. Des textes sont tombés, il a fallu réagir et en prendre connaissance. La question aussi qui était évoquée, si on a reçu des moyens, on est obligé de les utiliser, bien sûr. Là, on ne pourra pas dire je ne mets pas en place les groupes, même si j'ai reçu des moyens. Et surtout au vu des derniers événements qu'il y a eu et des comptes qu'on a à rendre au niveau de l'enseignement catholique, soyons vigilants à bien utiliser les moyens qui nous sont donnés. Voilà, donc si vous avez reçu des moyens, il y a effectivement un engagement à mettre en place les groupes. La question aussi qui revient dans plusieurs remarques sur qu'est-ce que fait le public et ce que nous faisons, je crois que la réponse, on l'a eu dans ce que nous a dit Nathalie tout à l'heure. Hein. Nous avons effectivement une obligation si on a reçu des moyens. En revanche, si on n'a pas de moyens, la question, c'est de dire, c'est pas forcément de se dire est-ce qu'on met des groupes ou pas. La question, elle est plutôt de se dire quel rapport nous avons à la différenciation pédagogique, à l'accompagnement des besoins éducatifs particuliers, des besoins de certains de nos élèves, et comme le disait Véronique aussi, des élèves qui sont plus en avance que d'autres. Hein, vous savez, dans les évaluations, élèves à l'heure, élèves en retard, élèves en avance. Voilà. Comment on répond à tous ces besoins? Et la question, c'est d'avoir un enseignement qui soit le moins uniformisé possible afin de répondre le plus possible aux besoins de nos jeunes. Hélène, une dernière question qui a été posée et qui reprend quand même quelques éléments que tu as évoqués tout à l'heure dans ton intervention, puis qui reviennent dans plusieurs interventions qu'il y a pu avoir. Mais quelle pédagogie mettre en œuvre pour pouvoir travailler au-delà de la question de la mise en place des groupes, hein, mais sur le co-enseignement, sur le travail sur la progression annuelle, sur les séquences communes aux enseignants, comment s'y prendre et comment accompagner, puisque effectivement, dans votre dossier, vous avez déjà eu quelques petites avancées et travail avec des chefs d'établissement autour de cette question. Alors en fait oui, ça va être autour du pilotage du chef d'établissement. C'est comment il va réunir les enseignants autour de la table pour faire un diagnostic des besoins et puis ensuite proposer des actions pour les enseignants. Alors on peut avoir des exemples quand on a si jamais tu veux parler de la proposition d'un chef d'établissement qui a été faite, il a eu des moyens partiels et donc lui il a proposé pour ces 3 classes de 6e qu'il n'y ait pas de groupe sur la totalité, mais qu'il y ait 1 heure en barrette sur les 3 classes en maths et 1 heure en barrette en français avec 3 enseignants. Alors, ils pouvaient se le permettre avec 3 enseignants différents. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que les élèves conservent leur groupe classe et ils ont la possibilité, en fonction parce que c'est en barrette, en fonction des besoins qui sont diagnostiqués, de travailler sur telle ou telle compétence en maths ou en français. Alors ça impose et en même temps ça permet aux enseignants sur un temps limité, donc d'1 heure, de travailler ensemble. Ça permet aussi d'amorcer tout ce qui est collaboration entre les enseignants. Ça implique aussi quelque part
une progression annuelle pour répondre à ta question commune. Sachant que là, nous, on vient d'avoir en Bretagne une visio avec les inspecteurs de maths et de français. Et en français, alors moi, c'est pas une discipline que je connais, mais en français, l'inspectrice parlait de faire une progression commune, non pas à travers des thèmes, mais à travers des compétences. Ce qui fait que les enseignants conservent leur marge de liberté sur les œuvres ou les thèmes qu'ils veulent étudier, mais ils ont une progression commune sur les compétences. Donc là, ça donne aussi des pistes de travail sur ce qu'on peut attendre d'une progression annuelle commune. Et donc l'autre question, c'était des séquences communes aux enseignants. Bien sûr, ça c'est le chef d'établissement qui peut voir avec ses enseignants s'ils sont d'accord pour à certains moments proposer justement de la co-animation, de la co-intervention. Et ça permet aussi le deuxième effet, ça permet de travailler ensemble. Merci beaucoup, Hélène, pour cette réponse. Et on voit bien dans ce que tu viens d'apporter comme nuance et comme piste, on voit bien toute la liberté que ça nous donne, mais aussi quelque part, pas des obligations, parce que le terme serait malvenu, mais la demande ou l'exigence qu'on a de revoir nos pratiques, de les interroger, afin d'essayer de répondre au mieux à ces questions. Et quand on a préparé ce webinaire et quand on a préparé aussi la journée du 22 mars, où on a travaillé avec les représentants des directions du CESEN sur la question du choc des savoirs, on s'est dit que ce texte avait au moins l'intérêt de nous faire sortir d'un fonctionnement, de le questionner et de nous amener peut-être à revoir la façon qu'on a de travailler ensemble dans nos établissements pour accompagner nos élèves et, comme l'a dit Véronique au départ, peut-être de faire un état des lieux de ce qui fonctionne, de ce qui est peut-être à améliorer, à reconduire ou alors à inventer. En tout cas, merci beaucoup pour ce webinaire et pour l'engagement que chacun a pu avoir dans cette aventure. Et puis merci aussi à vos questions que vous avez posées, on reprendra le fil de la conversation afin de répondre au mieux à toutes vos questions. Et on essaye de vous donner le plus rapidement possible. Vous aurez dans quelques jours le replay de ce webinaire associé de nouveau avec les documents qu'on vous a envoyés. On vous remercie aussi beaucoup de l'investissement que vous avez eu dans l'écoute de ce temps de travail ensemble. Merci. Merci à vous et puis donc un bon courage pour cette fin d'année, une belle ascension, une belle montée vers l'ascension qui arrive bientôt pour nous tous.